زوار ومتتبعي عدوية تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا كنتواجدوا في المقاطعة 6 بباريس لحضور ندوة تحت عنوان الشراكة بين فرنسا والمغرب من تأطير القنصلية المغربية بباريس، بحضور دكاترة من فرنسا ومن المغرب. شكرا. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بباريس محاضرة بمناسبة حدثين مهمين اللي هما المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. اللي كما كتعرفوا ان القنصلية كتحرص كل سنة انها تحتفل بهاد العيدين مع الجالية المغربية المقيمة بباريس. عرف هذا اللقاء حضور شخصيات مهمة، حضرت معنا السيدة السفيرة، حضر السيد العمدة وعدد من الأساتذة والباحثين والجمعويين. كانت مناسبة عرفنا بالطبع بدور الجالية في الدفاع عن القضية الوطنية. كانت مناسبة كذلك اللي برزنا فيها التطور اللي حصل في المغرب، وكذلك كانت فرصة أننا هضرنا على الموقف الفرنسي الأخير اللي كيعترف المغربية بالصحراء. Jouis de cette rencontre de qualité puisque la question qui était posée ce soir était portée sur le partenariat d'exception qui a été donc initié par Sa Majesté et par le président de la République française. Et la diversité des approches a permis, j'espère du moins, au public qui a participé à cette soirée de mieux saisir les enjeux de ce nouveau partenariat, les perspectives qui se dessinent grâce à ce partenariat. Et je pense que ce qui a plané aujourd'hui dans cette soirée, c'est de l'optimisme, de l'espoir et une vraie confiance dans la réactivation des relations entre le Maroc et la France. On remercie Adouaï TV pour sa présence et pour cette pertinence de couvrir un événement qui est d'une grande importance. En fait, c'est un double événement, l'indépendance du Maroc et la marche verte. Cet événement, nous sommes là à la mairie du 6e arrondissement pour le fêter, pour le commémorer, en présence de Monsieur le maire, de son Excellence Madame l'ambassadeur du Royaume en France, et avec Madame El-Bakkali, le consul général. Nous avons écouté un certain nombre d'interventions et personnellement, je mets l'accent sur le discours de Sa Majesté le Roi, Allahi Hafdou, Allahi Jafih, d'il octobre 2024. Pour moi, ce discours est un discours fondamental. Et pour moi, tous les discours de Sa Majesté constituent des corpus qui nous permettent donc de comprendre un certain nombre de choses, de voir quelles sont les grandes orientations du royaume chérifien. Et donc, j'ai utilisé ce discours donc, du 1er octobre, 10 octobre 2024 pour faire une approche historique de cette relation franco-marocaine qui est une relation complexe, ancienne et qui est faite de haut et du bas. Et j'essaie de démontrer que Sa Majesté, dans son discours, nous incite à changer de paradigme, c'est-à-dire à trouver d'autres moyens, à utiliser un argumentaire fort pour appuyer la marocanité ou la cause de notre pays, qui est une cause première et fondamentale, qui est la cause du territoire et du Sahara marocain. Donc j'ai essayé de développer à partir de cet aspect historique, cette approche historique, un aspect de cette problématique générale qui est donc l'importance pour le Maroc, pour Sa Majesté, pour le Marocain, de la reconnaissance de l'intégrité territoriale, qui représente non seulement une cause première et nationale, mais aussi j'allais dire une loupe à partir de laquelle nous regardons nos amis et partenaires, et c'est à eux maintenant de comprendre que nous sommes un pays majeur, un pays qui a le leadership, un pays qui a des projets extraordinairement forts, et c'est à eux
de reconnaître notre intégrité et c'est à eux de venir nous consulter parce que nous sommes un pays indépendant et majeur et notre souveraineté elle est indépassable, elle est intouchable. Merci à vous. في إطار الشراكة المغربية الفرنسية المتقدمة بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب، قامت السلطات القنصلية بباريس بتنظيم محاضرة مع تنسيق عمدة المقاطعة السادسة تحت عنوان الشراكة المغربية الفرنسية بين الآفاق والرهانات، وبالتالي كانت الفرصة لحضور جمهور كبير من المغاربة والفرنسيين لطرح أسئلة وللحوار وللنقاش حول هذه تداعيات هذا الاتفاق، وأهمها كما لا يخفى عليكم وهو الاعتراف الواضح والصريح لفرنسا بمغربية الصحراء وتوقيع معاهدات اقتصادية واستراتيجية بما يعادل 10 مليار أورو، ثم دراسة بعض الملفات الجانبية كالملف الأمني ومشاكل الهجرة ومشاكل التواجد المغربي الفرنسي بإفريقيا. وعليه فهذه المحاضرة كانت فرصة لكل من الفرنسيين والمغاربة ليتبادلوا وجهات نظرهم وحتى يعني ينخرطوا في إطار هذه السياسة العامة التي انبثقت إبان لقاء تاريخي بين جلالة الملك وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. Chers amis du Maroc en France et chers amis de France au Maroc, je suis très heureux en tant que régional de l'État, comme on dit autour de France, c'est-à-dire en tant que maire du 6e arrondissement, de vous accueillir dans cette salle. Alors, mesdames et messieurs, c'est une salle des mariages. Mais le mariage a été Haussmann qui a été chargé par Napoléon III d'agrandir Paris et d'intégrer les petits villages qui se trouvaient autour de Paris. Belleville, Clignancourt, Auteuil, Chaillot, Montrouge, etc. Et là, Paris a été redécoupé et nous sommes devenus le 6e arrondissement en 1861. Beaucoup de choses se passaient à l'extérieur. Nous étions, à l'époque, c'était l'Empire. Ensuite, c'était la Troisième République. Et la salle des fêtes qui est sur l'arrière, vous la connaîtrez, Madame l'ambassadrice. Merci à tous. Je suis censée dire quelques mots et en fait j'étais venue pour écouter et non pas pour parler. Je dirais simplement une chose, que je suis très émue d'être parmi vous. Je remercie Monsieur le maire pour son mot de bienvenue qui nous va évidemment droit au cœur, d'autant que ce 6e arrondissement, j'y ai passé une partie de mes études. Et que c'est un arrondissement que je chéris tout particulièrement. Je remercie Madame Bakali, notre consul général à Paris, pour son engagement constant et sa manière d'entreprendre sa mission au service de nos concitoyens marocains en France, mais également au service des Français qui souhaitent se rendre au Maroc ou être en relation avec le Maroc. Et puis je remercie évidemment nos conférenciers, que je sais être de très grande qualité pour nous éclairer à la fois sur ce partenariat d'exception rénové entre le Maroc et la France, mais aussi quelques jours après la célébration de la marche verte, également sur la question nationale, la question du respect des frontières du Maroc. Donc, vous avez là des experts de très haute qualité. Je dirais pour ma part une seule chose, après avoir bientôt accompli, on va dire, une année, le 30 novembre prochain, et puis Sa Majesté Beaumont m'a confié cette mission, celle d'être au service de la reconstruction de cette relation, mais aussi au service de nos compatriotes installés en France, qu'ils soient marocains ou binationaux ou marocains d'origine, peu importe. Tout ceci, ce sont juste des mots. Ce que nous devons garder
bien en tête, moi qui suis née à Bourg-la-Reine, dans le 92, c'est que nous sommes au plus profond de nous-mêmes marocains. Nous le sommes de par une manière d'entreprendre nos parcours et nos itinéraires respectifs. Et que la question de cette marocanité, de l'identité, elle est ancrée en chacun de nous. Il y a autant d'identités qu'il y a d'individus. Donc, et nous sommes parfaitement en phase avec notre culture d'origine et la culture du pays dans lequel nous sommes intégrés. Donc, je suis également au service de cette communauté marocaine, comme les NADA, au niveau du consulat. Et comme vous avez pu l'entendre il y a quelques jours encore, lors de la prise de parole de Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, il n'y a rien aujourd'hui de plus important et de plus fort que ce lien qui unit la communauté marocaine à son pays d'origine, le Maroc. Le Maroc a besoin de vous, tout comme vous vous nourrissez de votre identité marocaine, de votre culture marocaine. Et je salue l'engagement qui est le vôtre. Et nous espérons chaque jour, malgré les difficultés, d'être à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos besoins. Et j'espère avoir l'occasion de reparler de ce sujet avec vous. En attendant, je vous laisse avec nos formidables et talentueux conférenciers pour nous parler de ce partenariat d'exception rénové qui a vu une séquence extraordinaire il y a quelques jours, qui était celle de la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc. Une très belle visite avec des accords signés, avec une amitié retrouvée au plus haut niveau de nos deux États. Comme disait Monsieur le maire, je terminerai en disant vive cette amitié entre la France et le Maroc, vive l'amitié entre les peuples marocains et français, et à très vite, à très bientôt. Bonne conférence. Merci d'être aussi nombreux. Madame l'ambassadeur, c'est un honneur. Merci beaucoup pour être avec nous ce soir. Monsieur le maire, je vous remercie bien sûr pour l'accueil chaleureux, pour tous les projets qu'on est en train de mettre en place maintenant et les projets futurs. On est en train de l'évoquer. Il y a des projets, de très beaux projets qui viennent. On va concrétiser avec le plus grand plaisir. Cette conférence se tient, vous savez, à l'occasion de fêtes importantes que fête le Maroc pendant ce mois de novembre, la Marche verte et la fête de l'indépendance. Deux moments de commémoration importantes que le consulat tient chaque année à commémorer, à fêter avec l'ensemble de la communauté marocaine. Ces deux moments importants, ils sont liés de toute façon, c'est toujours ces deux moments importants de l'indépendance du Maroc et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Vous savez, le Maroc il a eu son indépendance d'une manière par étapes, parce qu'il a été colonisé, il a été morcelé, donc forcément il a été morcelé en 3 étapes, donc forcément la libération s'est faite par étapes, le centre et le nord d'abord, et puis plusieurs années malheureusement après, ce n'est qu'en 1975 avec la Marche verte qu'on a pu avoir tout le territoire marocain. Donc, et célèbre avec fierté. C'est aussi une occasion pour moi de rappeler le rôle qui est le vôtre pour défendre les causes de votre pays et les intérêts de votre pays d'origine et l'intégrité territoriale de notre Maroc, de notre cher Maroc. Cette conférence elle soutient également, comme il a dit Monsieur le maire et Madame l'ambassadeur, après la visite importante qu'a effectuée le président Macron au Maroc sur l'invitation de Sa Majesté le Roi. 3 étapes importantes ont marqué cette visite. La
signature de l'accord de partenariat d'exception renforcé qui a eu pour principe d'égalité, de transparence, de solidarité et de responsabilité partagée. C'est un accord qui va, la mise en œuvre de cet accord va se mettre sous la supervision étroite et directe de Sa Majesté le Roi et du président français. On a vu également la signature d'une vingtaine d'accords de coopération qui profiteraient aussi bien au Maroc qu'à la France. Et puis, bien sûr, il y a eu le discours du président Emmanuel Macron devant la Chambre des représentants, devant les deux chambres du Parlement marocain, dans lequel il a réitéré la position de la France qui est le présent et le futur du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Une déclaration importante, bien sûr, dans un pays membre de l'Union européenne, du Conseil de sécurité, et puis surtout d'un pays qui connaît les réalités de la région et l'histoire de la région pour avoir été l'un des occupants du royaume. Donc les deux pays ont décidé d'avancer en commun accord pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Donc on ne peut que se réjouir de cette nouvelle dynamique qui a été impulsée aux relations entre le Maroc et la France. Bien sûr, tous ces éléments vont être discutés plus en détail par les différents intervenants. En tant que consul, je ne peux finir sans vous dire que je suis présente ici ce soir avec mon équipe, ils sont autour, on est tous là, pour répondre à la fin de la conférence à toutes vos interrogations, vos demandes concernant les questions consulaires. Merci beaucoup. Monsieur, à vous. Nos échanges ce soir porteront sur un événement qui marque un tournant dans l'histoire des relations entre le Maroc et la France. Ça a été dit. Et j'irai peut-être un peu plus loin, c'est peut-être le début d'une mutation dans l'histoire tout court de la diplomatie française en Afrique. Et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure, grâce à mes amis, de peut-être apporter quelques arguments qui permettent de valider cette hypothèse. En tout cas, cette histoire, c'est l'avenir qui la validera, mais c'est une hypothèse qui est tout à fait probable, et si je m'en tiens à l'avis des observateurs avertis. La visite du président Macron au Maroc, fin octobre, a été une manifestation éclatante d'une réconciliation attendue et décisive pour les deux pays. L'accueil réservé par le souverain marocain au président de la République et la délégation qui l'a accompagné a forcé l'admiration des observateurs et des commentateurs les plus avertis. Si vous avez eu l'occasion de lire la presse française, quelque chose d'extrêmement important, j'ai dit, parce que là, l'heure tourne, c'est la manière dont le Maroc a, je dirais, réinventé sa place au niveau de l'Afrique, qui n'est pas d'aujourd'hui. L'histoire, quand on connaît l'histoire du Maroc, le Maroc a toujours eu une profondeur africaine, d'abord parce que nous sommes des Africains, et le Maroc a eu justement des échanges les plus importants avec le Sénégal, avec le Mali, etc., j'en passe. Mais là, on est sur une autre perspective, et vous avez utilisé un terme qu'il faudrait... Madame l'ambassadeur, la consul, monsieur le maire, mesdames et messieurs, compte tenu du temps qui m'est donné, je vais aller de manière très empirique pour expliquer ce mystère, ou décoder ou décrypter ce mystère fusionnel qui
qui est la relation franco-marocaine qui trouve ses racines non seulement dans l'histoire, ça c'est une évidence, mais depuis un certain temps dans la géopolitique moderne, contemporaine, corrosif, dans un monde de plus en plus instable. Pour ce qui est de la plus-value de la République française, je m'en réjouis en tant que franco-marocain que le président de la République, Emmanuel Macron, après cette décision hyper importante et intéressante quant à la marocanité du Sahara. Il ne s'est pas contenté de communiquer comme l'ont fait ses prédécesseurs, à savoir un tweet de M. Trump ou les déclarations plus ou moins flottantes de certains pays, ou les déclarations claires de celles de l'Espagne, de l'Allemagne et un nombre de plus important tant en Afrique qu'en Europe. Et ces alliés ont fondé leur doctrine diplomatique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Et le président de la République n'a pas parlé non plus d'un soi-disant référendum. Ainsi, à travers ces éléments de langage et à travers les 7 éléments que j'ai évoqués, le président de la République a scellé le destin de cette région, à savoir l'intangibilité de nos frontières qui sont de Tanger à Douéra et pour l'éternité. Grâce à la France et avec le Maroc a été le premier pays à signer un accord de statut avancé avec l'Union européenne. 2009, la participation stratégique, financière et géopolitique de la France dans la construction du port d'Angers et la délocalisation de plusieurs entités industrielles incarnées ou symbolisées par Renault et services. Pays du Golfe et l'Égypte, bon, je pense que c'était une tâche un peu trop ambitieuse pour les deux pays. Et puis après, il y a eu, je pense que du côté marocain, cette offensive algérienne, cette volonté a toujours été bien compris parce qu'on avait un partenariat, parce qu'il y avait ce partenariat d'exception. On avait peut-être peur de perdre cette relation assez particulière, assez intime, assez forte, sur tous les plans culturels, économiques. Aujourd'hui, le changement de position, je ne sais pas si c'est un événement majeur, je pense que c'est dans une succession d'événements qui se sont poursuivis. Il faut rappeler quand même que la France, je crois que c'était 77-78, a quand même combattu le Front Polisario. On était très impliqués aussi lorsqu'il y a eu la présentation du plan d'autonomie qui nous permettait de ne pas avoir de référendum. Ça s'est passé à l'ONU, il y avait James Baker, il y avait des diplomates marocains, il y avait des diplomates français. Cette histoire-là n'est pas forcément encore très connue. Mais la France a été d'un appui très important, même si la position officielle n'était pas la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Il y a un vote sur la première partie du projet de loi de finances qui était rejeté d'ailleurs, donc tout ça a pris un peu de temps. Je vous prie de m'excuser de ce retard, qui n'est pas dans mon habitude. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour aborder ce sujet qui est fondamental. Je salue la présence de Madame l'ambassadrice, Madame la consul, chère Madame, merci beaucoup de cette invitation, Monsieur le maire que j'ai vu tout à l'heure, merci à chacun des intervenants bien évidemment. Cette relation elle est totalement particulière. Il y a un mot d'un ancien ambassadeur de France au Maroc que je cite souvent. Cet ambassadeur disait « La France ne peut pas avoir de mauvaises relations avec deux pays. La France peut faire de telles choses, mais elle ne peut pas avoir de mauvaises relations avec l'Allemagne et avec le Maroc. » Voilà, ça en dit long de cette histoire entre la France et le Maroc qui est historique, ancestrale, de remonter à très loin. J'aime beaucoup cette anecdote du sultan Moulay Ismaïl qui avait demandé la main de la fille de Louis XIV, Marianne de Bourbon. Il y avait déjà cet intérêt politique à nouer des relations entre deux empires. Et pour la petite anecdote d'ailleurs,
Cette main ne lui a pas été accordée, mais il y aurait 4 horloges comtoises au mausolée du sultan, d'ailleurs avec Metz, qui serait la contrepartie finalement de la déception du sultan de ne pas avoir épousé la fille de Louis XIV. Et donc on peut remonter à très loin. Et encore récemment encore, pour une partie qui me concerne, nous avons commémoré le 80e anniversaire du débarquement, qui va permettre de regrouper et de réunir enfin tout le monde, ce qui n'a pas eu lieu depuis, puisque le Covid effectivement a freiné beaucoup de choses, va nous permettre, je crois, de lancer un nouveau point de départ peut-être. Les exécutifs, presque de zéro, pas tout à fait évidemment, parce que l'histoire ne nous quitte jamais, mais c'est vrai que le président de la République avait raison, mais je crois que ça avait été soufflé par Sa Majesté de parler de nouveaux livres. Nouveaux livres, c'est important. C'est important parce que l'histoire nous enseigne, un certain nombre évidemment de leçons qu'il faut tirer, mais il faut aussi évoluer avec son temps, considérer le Maroc comme ce... Rien n'a été fait depuis 1975, sauf occuper des tribunes et sauf créer une fausse dynamique. Madame, permettez-moi de vous dire, madame, qu'il y a des photos qui ne sont pas de livre de droit. Nouria Zadafou, présidente de l'association Mémoire France-Maroc. Donc avec le titre, vous devinez bien que je suis passionnée d'histoire. Et je voudrais en venir à l'annonce de la transmission de 2,5 millions de documents. Donc je voulais savoir concrètement quel va être le processus, est-ce qu'il a déjà été entamé, est-ce qu'on sait s'il y a des cartes particulières voilà, qui nous intéressent, nous en tant que Marocains justement, concernant la question de l'intégrité territoriale. Voilà. Merci beaucoup. Les archives de Nantes pour travailler sur ma thèse, on était déjà en train de dire on aimerait bien quand même regarder nos archives parce qu'il y a des historiens aussi au Maroc. Et c'est une décision extrêmement importante. C'est Mahmoud quand il reviendra demain pour répondre à vos questions en tant qu'historien. Il vous dira que c'est un enjeu majeur pour mieux connaître l'histoire du Maroc parce que la mémoire du Maroc elle est dans une large mesure ici, en France. Gemma Oubella, je suis présidente de l'association La Passerelle des Cultures Solidaires et j'ai la chance et le plaisir et l'honneur d'être franco-marocaine et maroco-française selon que je me trouve au Maroc ou en France. Je suis retraitée et je vis depuis 3 ans entre le Maroc et la France pour œuvrer à poursuivre des projets solidaires. Donc moi, ma question, elle est très très simple. Vous nous avez parlé de l'importance du discours royal concernant notamment la diaspora, les Marocains du monde. Ce que j'aimerais savoir, et d'ailleurs je remercie Madame Bakali, notre consul général, qui nous implique énormément en tant qu'association parisienne, je voudrais savoir s'il n'y a pas lieu de faire un travail de terrain pour pouvoir réunir les associations qui œuvrent vraiment sur le terrain, qui ont besoin d'aide et de pouvoir se rencontrer et de pouvoir travailler pour pouvoir faire en sorte de réaliser de réels objectifs. Moi, j'ai vécu le tremblement de terre à Taroudan. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. On est en train de courir pour essayer d'aider les gens. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, et enfin venu, puisque les relations se réchauffent maintenant entre nos deux pays, de réunir la diaspora, les présidents d'associations et les membres des associations qui travaillent vraiment sur le terrain et non pas ceux qui font de la parution comme c'est Mohamed nous l'a dit. Merci beaucoup. Stratégie et membre de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, un think tank basé à Rabat. Donc j'ai un commentaire et une question. Un commentaire pour l'idée de M. Haro. Donc effectivement, la France a pris un partenariat avec l'Algérie et la Tunisie, mais le Maroc également a tendu la main à nos frères algériens et nous sommes aussi au Maroc en attente de ce réchauffement aussi de nos relations avec nos voisins. Et ma question, c'était par rapport à la visite d'État prochaine de Sa Majesté. Donc le président Macron a invité Sa Majesté pour une visite l'année prochaine pour la 70e commémoration des accords de Saint-Cloud pour signer un nouveau cadre stratégique global, donc un format de partenariat réservé aux pays européens. Ce sera une première que le Maroc signe ce format de partenariat. Pour vous, quels seraient les axes principaux de ce partenariat d'avenir, effectivement, qui sera tourné pour les prochaines générations sur les 30 années à venir? Merci. J'ai aucune info à ce sujet. Ce que je sais, c'est que depuis la présidence Macron, quand on a dit qu'on ouvrait les archives sur avec d'autres pays, notamment sur le Cameroun, sur le Rwanda,
Et sur l'Algérie, la France l'a fait. Ça a toujours été difficile d'obtenir certaines archives, notamment les plus sensibles, celles notamment de la DGSE ou d'autres. Mais pour la première fois, il y a eu une... Parce qu'il y a des délais de prescription pour mais il faut aussi, derrière, un acte administratif. Et il faut de la bonne volonté de ça. Et il y a eu une impulsion politique très forte de l'Élysée. Et on l'a vu dans les travaux des commissions de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets. Et ces archives ont été données. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que s'il y a eu cette promesse de 2,5 millions de documents transmis au Maroc, je pense que ça va être... Et puis, je pense qu'il faut être assez vigilant et puis qu'il faut leur rappeler que les promesses doivent être concrétisées. Vous êtes vraiment un acteur important pour la valorisation, la mémorisation de la mémoire de nos combattants. Je voudrais vous remercier et vous rendre hommage. Il y a un débat très important entre les États africains et la France qui est centré sur la question de la restitution des biens culturels. La France a commencé à bouger, mais très modestement. Et on a l'impression même que ça freine un petit peu. Mais vous avez dit, Madame la Vice-Présidente, qu'il faut une volonté politique, mais il faut aussi que les États réagissent, que les parlementaires, que les partis politiques réagissent pour récupérer cette mine d'or qui permet de mieux connaître leur histoire. Je dirais que, personnellement, j'ai travaillé sur les archives de Vincennes, de Château de Vincennes, des trucs militaires, et croyez-moi, il y a plus de 1100 notes, il y a au moins 80 références. Je ne vais pas vous renvoyer mon livre, mais je voudrais vous dire que c'est à nous de creuser, d'essayer de convaincre nos amis parlementaires, les amis du Maroc, pour nous permettre de débloquer cette histoire, parce que les archives, c'est énorme, et ils vont nous permettre, n'oublions pas les archives espagnoles, ils vont nous permettre de connaître cette période délicate de notre histoire, et c'est très important. Tu voudrais réagir à la question de quel type de partenariat maroco-européen pourrait être envisagé, ou est-ce que tu souhaitais intervenir sur un autre sujet? Parce qu'il y avait trois sujets, les archives, les associations et le partenariat. De manière très éphémère sur la question des archives, et comme je l'ai rappelé dans mon propos préliminaire, pour avoir été dans un service de la République qui travaille sur des documents classés, c'est pas une démarche facile. Ce que je veux simplement dire, que c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a la réciprocité des échanges d'archives et qu'il y a des séquences dans l'histoire franco-marocaine où les archives peuvent apporter des réponses à des dossiers extrêmement suspendus dans l'histoire. Et donc il faut prendre cette question avec délicatesse, sélectionner les archives qui peuvent consolider, qui peuvent apaiser les relations, et puis ne pas aller dans des séquences des archives qui parlent de périodes plus ou moins sombres. Pour la seconde question, je crois que une fois qu'on aura consolidé ce qu'a dit Monsieur le Président de la République Macron dans sa récente visite au Maroc, peut-être la visite de Sa Majesté, je spécule parce que je ne suis pas dans le secret, et ce sera plutôt en deux directions. Ce sera plutôt un partenariat, comme je l'ai rappelé, le fameux binôme France-Maroc en Afrique pour stabiliser les zones d'influence respectives des uns et des autres. Et je crois que le dossier du Proche-Orient aura une place puisque le Maroc est un acteur qui tient certaines clés dans une hypothèse d'apaisement, en tout cas pour ce qui est des conflits israélo-palestiniens. Et les orientations sont très claires. Il y a un travail qui est fait au quotidien au niveau des associations. On tient régulièrement des rencontres avec les associations, en tout cas au niveau de chaque consulat, il tient des réunions avec
les associations relevant de la circonscription consulaire. C'est ce qu'on fait. Il y a des canaux de communication. Vous faites partie d'ailleurs des groupes WhatsApp et on a des groupes de diffusion aussi. Donc voilà, tout ça fait que les consuls, ils font cet effort. Après, est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? C'est une autre question. En tout cas, on fait tout pour que vous réussissiez, pour que ce travail puisse être fait. On aimerait bien créer des collectifs ou de groupements d'associations. Ce serait extraordinaire. Surtout, moi je l'imagine, je rêve un petit peu au niveau de toute l'île de France, parce que franchement, se retrouver, dire que ces associations dépendent que du 75, d'autres que du 92, c'est un peu ridicule. Donc, ça serait... En tout cas, tout est fait, hein, on peut le faire. Ces réunions sont aussi une occasion pour vous rencontrer, pour que vous puissiez vous rencontrer entre vous, discuter. On est ouvert à toutes les propositions, voilà, que ce soit moi ou mes collègues. Il n'y a aucun collègue qui refuserait une réunion avec les associations. Donc, voilà, on ne demande que ça. Merci. Merci.